Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Instruct. Aujourd'hui, nous allons explorer une branche essentielle du droit public, qui est le droit constitutionnel. Donc, que vous soyez étudiant, passionné du droit ou simplement curieux, cette série vous fournira les bases nécessaires pour comprendre l'organisation des institutions et les droits fondamentaux. Le droit constitutionnel encadre l'organisation des pouvoirs publics et garantit les libertés des citoyens. Il fait partie du droit public interne, c'est-à-dire celui qui régit les relations entre l'État et ses institutions. Lorsqu'on parle de droit constitutionnel, il existe deux approches principales. D'un côté, nous avons le droit constitutionnel classique, qui s'intéresse principalement à l'organisation et au fonctionnement des institutions politiques. De l'autre, nous avons le droit constitutionnel contemporain, qui intègre une dimension plus large, en incluant la protection des droits fondamentaux et l'évolution des normes juridiques. Ce domaine du droit repose sur trois grandes dimensions. Nous avons le droit constitutionnel qui est dit institutionnel. C'est celui qui régit l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics. Nous avons aussi le droit constitutionnel qui est dit normatif, qui définit la hiérarchie des normes et les procédures d'élaboration des lois. Nous avons le droit constitutionnel qui s'occupe des libertés fondamentales, c'est-à-dire qui assure la protection des droits des citoyens face au pouvoir public. Maintenant, passons à un élément central du droit constitutionnel, l'État. Plusieurs théories expliquent la naissance de l'État. Il y a la théorie naturelle qui considère que l'État est apparu spontanément en raison du besoin des hommes de vivre en société. En revanche, il y a la théorie contractuelle qui soutient que l'État est le résultat d'un pacte social entre les individus, comme l'ont expliqué des penseurs tels que Hobbes, Locke et Rousseau. Maintenant, voyons les différents éléments qui constituent un État. Pour qu'un État existe, il lui faut nécessairement ces trois éléments, qui sont un territoire qui correspond à l'espace géographique sur lequel l'État exerce son autorité, une population qui est composée des individus vivant sur ce territoire, un pouvoir politique qui organise et dirige la société. Selon Carré de Marberg, l'État est une personne morale exerçant une autorité souveraine. Notons aussi que l'État possède une souveraineté interne qui lui permet d'exercer son autorité sur son territoire et sa population, ainsi qu'une souveraineté externe qui garantit son indépendance vis-à-vis des autres États. Intéressons-nous maintenant à la Constitution, qui est la norme fondamentale de l'État. On peut l'envisager sous deux angles. Il y a l'approche classique, qui la définit comme un texte organisant les institutions. Il y a aussi l'approche moderne, qui inclut également la protection des droits fondamentaux. La Constitution suit un cycle de vie. Il y a sa naissance, qui peut se faire par octroi, par référendum ou par assemblée constituante. Il y a aussi sa révision qui est encadrée par des procédures spécifiques. Il y a sa disparition qui peut résulter d'un événement majeur comme une révolution ou un coup d'État. Pour garantir son respect, un contrôle de constitutionnalité est mis en place. Celui-ci peut être de type américain, où les juges peuvent écarter une loi contraire à la Constitution. Il peut être aussi de type européen, où un organe spécifique comme le Conseil constitutionnel vérifie la conformité des lois. Passons maintenant à l'organisation du pouvoir, en commençant par la séparation des pouvoirs. Ce principe développé par Montesquieu distingue trois types de pouvoirs. Le pouvoir exécutif, qui est chargé d'appliquer les lois, le pouvoir législatif, qui élabore les lois, et le pouvoir judiciaire, qui assure leur application. Selon la répartition des pouvoirs,
on distingue plusieurs types de régimes. Il y a le régime parlementaire, où le gouvernement est responsable devant le Parlement, exemple le Royaume-Uni. Il y a le régime présidentiel, qui est caractérisé par une séparation stricte des pouvoirs, comme les États-Unis. Il y a aussi le régime semi-présidentiel, qui combine des éléments des deux précédents, comme exemple en France. Après avoir vu comment le pouvoir est organisé, intéressons-nous à la manière dont l'État peut être structuré. Il existe plusieurs formes d'organisation étatique. Il y a l'État unitaire, où le pouvoir est centralisé, avec une possibilité de décentralisation pour accorder plus d'autonomie aux collectivités locales. Il y a l'État fédéral, qui repose sur une répartition des compétences entre un gouvernement central et des entités fédérées disposant d'une autonomie propre. Il y a aussi l'État régional, qui se situe entre les deux modèles précédents, avec des régions dotées d'un pouvoir législatif propre, mais restant soumises à l'État central. L'organisation du pouvoir s'accompagne d'une réflexion sur la souveraineté, qui peut être exercée de différentes manières. La souveraineté nationale, exercée par des représentants élus au nom du peuple. La souveraineté populaire, où le peuple participe directement aux décisions politiques. Ces formes de souveraineté s'expriment au travers de différents modes de démocratie. La démocratie directe, où les citoyens votent eux-mêmes les décisions. Exemple, un référendum. La démocratie représentative, où des élus prennent des décisions au nom du peuple. La démocratie semi-directe, qui combine ces deux approches avec des outils de consultation populaire. Nous avons ainsi parcouru les fondements du droit constitutionnel, un pilier essentiel de l'organisation des États et de la protection des droits fondamentaux. Dans les prochaines vidéos, nous approfondirons ces notions avec des analyses détaillées et des exemples concrets. Si cette introduction vous a intéressé, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire. Merci et à très bientôt sur Let's Instruct.